Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La révolution Web3 en marche. Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale. Le Web3, c'est l'ère dans laquelle nous, on a la conviction de rentrer, qui est celle en fait, de l'Internet de la valeur. C'est-à-dire que maintenant, je peux, en plus d'échanger, communiquer et me transférer des infos, de la data, je peux posséder des choses sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est, quand on se pose 2 minutes, absolument révolutionnaire, parce qu'on peut posséder des choses dans le monde physique, mais dans le monde numérique, on n'était pas encore capable de le faire. C'est ce que les crypto-monnaies ont commencé à amener. Et aujourd'hui, on voit que il y a les cryptos, il y a les NFT qui sont en fait les objets numériques uniques. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est super intéressant. Dans ce hors-série, Raphaël nous immerge dans le monde du Web3 pour lequel beaucoup de personnes ont encore des doutes ou des appréhensions. Nous découvrons les formidables opportunités que représente cette nouvelle économie, que ce soit dans le gaming, le divertissement, les jeux vidéo, le luxe, la musique ou encore le sport. Nous revenons particulièrement sur les cas de Nike, Sorare et d'Universal. Bien entendu, nous abordons la finance dans nos pays européens, mais aussi plus loin avec les cas du Salvador et de l'Argentine. Nous parlons bien entendu de CeFi et revenons sur les leçons à retenir des derniers crashs comme celui de Terra Luna. Nous voyons aussi les possibilités qu'offre la tokenisation des actifs financiers. Vous comprendrez aussi que c'est avant tout l'intérêt et la curiosité qui vont vous faire rentrer dans ce nouvel écosystème pas si inaccessible que cela. Bien entendu, nous parlons de The Big Whale et de la vision de ces 3 cofondateurs qui veulent réellement devenir le média de référence du Web3 en Europe. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Bonjour, salut Solène. Merci de m'accueillir dans cet endroit si sympathique et désolé pour les auditeurs s'il y a un petit peu de bruit. On est dans un café avec une barmaid assez efficace qui va nous faire des cocktails pendant une heure. Alors on est là pour parler du Web3, d'Open Economy, de DeFi, de plein de sujets. Donc c'est un hors-série comme je te disais, comme ça je peux mettre plein de sujets. Yes. Et puis pour parler de The Big Whale, est-ce que tu pourrais quand même te présenter rapidement avant qu'on... Ouais, donc Raphaël Bloch, j'ai 33 ans, je suis journaliste depuis maintenant 8 ans et je suis passé par plusieurs rédactions, Reuters d'abord, puis Les Échos, j'ai passé 4 ans et je viens de passer 2 ans à l'Express. Et mon background, j'ai fait du droit et une école de commerce, donc j'ai un peu ce profil financier à la base. Parfait. Avant qu'on parle de DeFi et de finance, puisque c'est quand même Vinscale, c'est quand même axé finance, j'aimerais que tu reviennes pour mettre l'audience, je dirais, dans l'état d'esprit de ce fameux Web3 d'Open Economy, expliquer finalement ce qui fait que tu t'y intéresses, toi, à titre personnel. Ouais, alors il y a en fait une double dimension dans mon intérêt pour le Web3. Elle est d'abord personnelle, en fait, cet intérêt est d'abord personnel, parce que je suis né en 1989 et donc je suis ce qu'on appelle un enfant d'Internet, c'est-à-dire que j'ai grandi avec Internet et donc avec ce qu'on appelle le Web 1. Le Web 1, c'est tout bête, ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on parle du Web 3. Le Web 1, c'est la capacité tout simplement à écrire et échanger sur Internet. C'est ce qu'on a connu de 95 au début des années 2000, donc c'est la première couche. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le Web 2 et c'est ce qui correspond en fait à l'ère des réseaux sociaux. Avec Facebook, les géants de la tech, et c'est en fait l'ère de l'échange social. On peut communiquer avec les gens et on peut en fait s'échanger des fichiers comme des vidéos, des photos. C'est un peu ce qui a boosté Internet. Et maintenant, le Web 3, c'est l'ère dans laquelle nous on a la conviction de rentrer, qui est celle en fait de l'Internet de la valeur. C'est-à-dire que maintenant, je peux en plus d'échanger, communiquer et me transférer des infos, de la data, je peux posséder des choses sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est, quand on se pose 2 minutes, absolument révolutionnaire, parce qu'on peut posséder des choses dans le monde physique, mais dans le monde numérique, on n'était pas encore capable de le faire. C'est ce que les crypto-monnaies ont commencé à amener. Et aujourd'hui, on voit que il y a les cryptos, il y a les NFT qui sont en fait les objets numériques uniques. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est super intéressant. Et puis après, au-delà de mon intérêt personnel, il y a l'intérêt en fait journalistique. C'est que moi, mon métier, c'est de raconter ce qui se passe, c'est d'accompagner les évolutions, de décrypter, d'expliquer. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a créé The Big Whale, donc un média spécialisé sur le Web3 pour justement permettre aux Français, aux Européens et on espère demain en fait à tous les êtres humains de comprendre cette révolution du Web3.
Top. Alors, on parle de changement profond, on s'en est parlé rapidement avant de commencer l'enregistrement. Au travers de tout ce que tu screens depuis des années dans cette énorme sphère, quel genre de changement on peut voir venir en termes d'usage dans les prochaines années ? Alors, par grande famille. Ouais, non, mais c'est une excellente question. Alors, évidemment, je pense qu'il nous faudrait plus qu'une heure ou 2 heures. Enfin, je sais pas combien de temps tu as, mais non, mais écoute, on a 2 heures. Voilà, non, mais c'est qu'il nous faudrait un temps fou pour tout aborder. Par vertical, peut-être. Voilà, exactement. Alors, à la limite, pour simplifier un peu le propos, on peut partir d'un des premiers cas d'usage. C'est vrai que ce qui nous amène à parler du Web3, ce sont les crypto-monnaies, création de Bitcoin. Alors, premier bloc le 3 janvier 2009. Sa première application, elle est quand même dans le domaine financier et monétaire. Alors, c'est un peu complexe parce qu'on a tendance à séparer finance et monnaie, mais en réalité, ces deux notions sont étroitement liées. Donc, la première application, c'est la finance, parce que on voit bien que les crypto-monnaies permettent d'une part d'effectuer des paiements, des transferts de fonds, de développer, je pense qu'on en parlera après, tout ce qu'on appelle la finance décentralisée, donc qui est finalement une modalité qui vient concurrencer, une modalité de tout ce qui est blockchain et crypto qui vient concurrencer le système bancaire. Donc il y a d'une part la finance, il y a aussi ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est gaming et divertissement. Sur le gaming, c'est facile d'en parler parce qu'on a notamment en France plusieurs très beaux acteurs, mais je pense à Sorare. Alors ce que à tort beaucoup appellent des sortes de cartes Panini sur la blockchain, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe. C'est un peu réducteur. Exactement, c'est très réducteur et ça n'est pas pour rien que Sorare vaut aujourd'hui plus de 5 milliards de dollars parce que justement, bien plus que des cartes à jouer dans le sport en NFT, c'est en réalité en fait une plateforme qui permet de jouer les uns contre les autres et surtout en fait de totalement reconfigurer tout l'espace du sport, mais même en physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des communautés Sorare qui se montent un peu partout sur la planète. Là, ils sont dans le football, mais ils arrivent dans le baseball, peut-être demain dans le tennis. Donc voilà, il y a le gaming. Et puis dans le gaming, en fait, là, je pense à Sorare, mais il y a aussi tout ce qui concerne les jeux vidéo en propre, parce que tout à fait. Il y a quelque chose alors que l'industrie évidemment a bien compris, mais que les utilisateurs, les joueurs commencent à bien intégrer, c'est que depuis une trentaine d'années, quand on joue aux jeux vidéo, on n'est pas propriétaire de tous les items, de tout ce qu'on peut acheter dans les jeux. C'est-à-dire que ce sont simplement des espèces de features qu'on va payer, donc un coup 10 €, un coup 30 €. On va les utiliser dans le jeu, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai qu'avec tout ce comme qui est... une location. Exactement. Et c'est-à-dire que ça appartient en fait, ça ne vous appartient pas, et c'est proposé par Sony, Nintendo, qui on veut, Microsoft avec Xbox. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout ce qui est Web3, et c'est ça qui est fondamental et pour le coup là qui est transverse, c'est que en fait, ces technologies permettent à chacun de se réapproprier les choses. Donc dans la finance, c'est se réapproprier en fait son épargne, c'est-à-dire qu'on est détenteur en propre de tous ces actifs sans passer par les banques. Et dans le jeu vidéo, on peut jouer tout en étant propriétaire de tous ces items. Donc dans le foot, ce sont ces cartes. Dans un jeu de guerre, ça va être les armes qu'on va pouvoir acheter et revendre. Et puis après, donc au-delà de la finance du gaming, il y a tout ce qu'on peut voir dans l'industrie, alors qu'il y a encore embryonnaire. Et quand je pense à l'industrie, c'est les histoires de traçabilité, de certification de produits, d'objets. Je pense aussi, alors pour le coup, à un secteur là qui est en plein boom et moi un sujet qui me passionne. Alors il y a d'un côté le luxe. Donc on sait que toutes les grandes marques de luxe se positionnent parce qu'il y a vraiment cette idée de... exactement. Mais c'est exactement ça et c'est fondamental. C'est-à-dire que puisqu'on est capable de créer de la rareté dans l'espace numérique et que le luxe est intimement lié à la rareté dans l'espace physique, en fait, il y a quelque chose qui match totalement. Donc voilà, donc il y a le luxe. Et puis, il y a un autre sujet qui est super intéressant, et ça, moi, juste, je t'en parle en 30 secondes, parce que je pense que c'est vraiment un cas d'école dont on parlera peut-être dans plusieurs années. La musique. Alors, il y a la musique, mais je pensais avant la musique... Non, mais parce que la musique aussi, un très bon point. Non, je pensais à tout ce qui est, en fait, mode vestimentaire, sportswear. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a un deal très important dont on a parlé notamment en France parce que ça concerne un acteur français, mais donc Nike, le leader mondial du sportswear, a racheté Artefact il y a maintenant quelques mois. Artefact, donc un Français, un studio qui a été fondé il y a à peine plus d'un an pour une somme, c'est quelques centaines de millions d'euros. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi Nike a racheté une société qui fait donc des baskets dans le métavers. En grosso modo, ce sont des NFT qui se sont arrachés à des prix fous. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce que pour notamment cette industrie, il va y avoir des enjeux environnementaux colossaux
Et donc, pour Nike, l'idée, c'est en fait d'anticiper ce qui va se passer dans les décennies qui viennent, à savoir une baisse des ventes de sportswear physique vers justement en fait une augmentation des ventes dans le métavers, parce que on aura des lunettes connectées, des lentilles connectées qui nous permettront en fait de vivre entre l'espace physique et l'espace numérique. Et donc, au lieu toi et moi le matin d'à chaque on s'habillera en blanc tout le temps. Non mais c'est exactement avec nos vêtements connectés. C'est potentiellement ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire c'est que glauque. au lieu non mais alors après effectivement il y a un vrai débat sur l'intérêt, c'est-à-dire qu'on aura toujours nos vêtements, mais potentiellement au lieu d'avoir, je sais pas moi, 5 jeans, 10 robes, 3 vestes et 4 paires de chaussures, on aura peut-être seulement 1 ou 2 paires de chaussures, mais qu'on pourra custom via justement les NFT. C'est beau ça. Voilà, et que tous nos amis et les gens dans la rue pourront voir. Et c'est pour ça que Nike a acheté Artefact. Et moi Je pensais que tu allais parler de Stephen. Mais il y a aussi Stephen. Non, mais il y a aussi Stephen. Non, mais il y a plein de sociétés qui se lancent sur ce créneau. Stephen, c'est un peu différent. C'est que pour le coup, il joue effectivement sur la propension des gens à vouloir faire du sport et récompenser sur un token. Enfin bref, c'est aussi très intéressant. Mais voilà, donc en fait, ça touche plein de secteurs. Tu parlais de la musique. On sait qu'Universal, pareil, commence à tokeniser. Des chansons, ils bossent avec les artistes. Enfin bref, ça va toucher à peu près tous les secteurs. Après, c'est une question de rythme, c'est-à-dire à quel rythme les choses vont se développer, et ça, on va le suivre dans les mois et les années qui viennent. Parfait. Alors, comme tu sais, FinScale, c'est un podcast qui est quand même axé sur la finance. Alors moi, je le vois, je dirais presque au quotidien, ça change beaucoup de choses en finance, mais j'aimerais avoir ton éclairage et que tu nous expliques quelles pourraient être les conséquences de manière très pratique et dans un futur très proche. On peut commencer par exemple par la tokenisation, mais choisis le sujet que tu souhaites pour nous donner un petit peu des exemples pragmatiques d'usages qui vont fondamentalement changer, moi j'en suis aussi persuadée, l'industrie de la finance. Ouais, alors, sujet passionnant. Il y a juste une chose à bien avoir en tête, et ça pour le coup je l'ai expérimenté récemment, c'est que quand on parle comme ça de finance et de tokenisation, en fait, il ne faut pas oublier qu'on est en Europe, et qu'en Europe, et c'est comme aux États-Unis, on a un système bancaire et financier qui est quand même relativement développé. Enfin, c'est même là où on voit les plus grosses banques, les plus gros acteurs. Donc, on a toujours du mal à percevoir directement les impacts de tout ce qui est crypto-token, parce qu'on n'en a pas fondamentalement besoin dans un premier temps. C'est vrai qu'en Europe, aux États-Unis, on est plutôt dans une approche, je vais me protéger contre l'inflation et je vais investir. Et pourquoi je te raconte ça ? C'est parce que je viens de passer 2 semaines en Argentine, et que là, effectivement, j'ai pu toucher du doigt et vraiment tester concrètement tout ce qui est crypto, finance décentralisée, parce que eux, les Argentins, n'ont pas, comme nous, des banques à tous les coins de rue et la possibilité de faire des crédits, des choses comme ça. Pour la faire tout simplement, en Argentine, le peso, là, en 20 ans, a perdu 99% de sa valeur. La conséquence directe de la chute de la monnaie, c'est que les banques ne prêtent pas d'argent. Pourquoi ne prêtent pas d'argent ? Parce qu'elles ne sont en fait pas en mesure de savoir ce que leurs clients vont leur rendre dans 2, 5, 10 ans. Personne ne prêterait en se disant « Ah mince, la monnaie ne vaut plus rien ». Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles de DeFi, et ça c'est un sujet essentiel, qui se développent. Leur fonctionnement est très simple. En fait, ce que les Argentins font, c'est qu'ils vont acheter via des applications des crypto-monnaies, et ils vont aller en fait déposer des crypto-monnaies sur ces protocoles de DeFi, contre lesquels ils vont emprunter des stablecoins, notamment en dollars. D'accord. J'ai pu discuter avec un projet qui est très connu dans la DeFi. Et qui vont pouvoir utiliser ? Qui vont évidemment pouvoir utiliser. Évidemment. Pour acheter Pour acheter ce qu'ils veulent, parce qu'en réalité... Donc c'est accepté. C'est accepté, parce que ce sont des stablecoins dollars. D'accord. C'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est toute une chaîne. C'est un sujet qui est à la fois passionnant, mais qui est compliqué à appréhender pour des Européens et des Américains, parce que finalement, les crypto-monnaies, à la base, viennent résoudre un problème qui ne correspond pas, justement, à des difficultés qu'un Français, un Allemand peut rencontrer. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Et donc, par exemple, un projet qui est très connu, donc c'est MakerDAO. MakerDAO, c'est l'une des premières DAO qui a été créée. De mémoire, c'est 2015. Ouais. Et le but de MakerDAO, donc, c'est de créer un stablecoin dollar. Donc, en gros, une crypto-monnaie qui est indexé sur le dollar, donc un DAI vaut $1. Mais comment on crée justement ce stablecoin ? Eh bien, on vient déposer des crypto-monnaies. Donc c'est de la CeFi. C'est justement là où certains... Non, mais parce que... Désolée, je rentre dans le détail. Non, mais c'est un point essentiel. Non, ça n'est pas de la CeFi, parce que MakerDAO est vraiment une organisation décentralisée. D'accord. C'est-à-dire que c'est un protocole qui est ouvert à tous, et ça fait le lien avec justement ce qu'on est en train de voir sur les marchés, avec eux des acteurs qu'on appelle donc CeFi, finance centralisée, qui sont eux des intermédiaires dans cet écosystème,
et qui vous prélève des frais, ne donne aucune transparence sur leur manière de fonctionner. Et là, comme on l'a vu... Donc c'est encore un mode hybride entre un vrai stablecoin en DeFi ou c'est vraiment un stablecoin en DeFi? Non, c'est vraiment un stablecoin en DeFi, c'est-à-dire que toi comme moi, on vient juste déposer des crypto-monnaies et contre ces crypto-monnaies, on récupère du DAI. Voilà. D'accord. Okay. Et après, ça nous permet de les utiliser partout. Et j'ai vu des Argentins, moi j'ai pu l'expérimenter, ça marche très bien, c'est accepté. Alors après, c'est toujours pareil. Vu que les crypto-monnaies ne sont régulées dans quasiment, enfin je veux dire plutôt légalisées dans aucun pays, on ne peut pas arriver chez un commerçant en disant voilà, je vais payer en DAI, mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui l'acceptent. Non, mais il y a beaucoup de commerçants qui l'acceptent. Et après, effectivement, pour clarifier les choses là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a la finance traditionnelle, il y a en face ce qu'on appelle la finance décentralisée, donc avec des protocoles comme Maker, comme Aave, qui est un protocole très utilisé en Europe. Et puis au centre, et ça nous amène au point que tu as soulevé, il y a effectivement des entreprises qui en fait collectent des fonds auprès d'utilisateurs comme et vont Celsius, les placer Nexo, exactement, et vont les placer dans la DeFi. Et ça n'est pas du tout la même chose. Non, tout à fait. Et c'est ça qui est très important à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, les protocoles DeFi ne sont pas du tout touchés par ce que l'on voit depuis des semaines sur les marchés. En revanche, tous les acteurs centralisés qui ont effectivement placé les liquidités de leurs clients à droite à gauche en essayant d'obtenir des rendements énormes, eux sont touchés de plein fouet. Ouais. Mais pour le coup, la DeFi, il n'y a pas d'intervention d'une équipe proprement parler. Enfin, il y a évidemment ceux qui pilotent le projet, mais ce n'est pas eux qui gèrent les fonds de leurs clients. Donc ça, c'est dans un environnement de pays où finalement la monnaie n'a plus cette fonction de confiance, finalement, ce rôle de je dirais, support de confiance. Ouais, de réserve de valeur. Voilà. Mais dans nos pays à nous, qui avons une monnaie stable, donc en Union européenne, aux États-Unis, en quoi, et moi j'ai envie de revenir sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous donner des axes de réflexion sur ces sujets de changement dans l'industrie qu'on perçoit, mais qui sont finalement, les gens font une sorte de déni, j'ai l'impression. Non, il y a évidemment un sujet tout trouvé, c'est celui des marchés financiers. Aujourd'hui, alors bon, on a fait beaucoup de projets, de progrès surtout parce que on a numérisé les marchés financiers, mais ça reste encore très compliqué. C'est-à-dire que les chambres de compensation, le débouclage des opérations, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une mécanique absolument incroyable, qui est très lourde, qui coûte très cher, qui emploie beaucoup de monde, qui consomme beaucoup. Carbone. Non, mais exactement. Et c'est vrai qu'il y a justement des projets qui se montent. Je sais que Euronext regarde ça de près. C'est comment tokeniser en réalité les actifs financiers, donc les actions, les obligations. On sait que plusieurs États ont tokenisé l'émission d'obligations. Oui, tout à fait. C'est le cas de l'Australie. Il y a d'autres pays, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que la Thaïlande avait voulu essayer. Et ça, pour le coup, ça donne à la fois de la transparence sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de connaître précisément. C'est-à-dire que les spreads sont donnés par des acteurs, mais si on avait un système de blockchain public, en fait, on pourrait consulter en temps réel les taux sur les marchés, les écarts. Ça ouvre le marché aussi, c'est-à-dire que n'importe qui peut potentiellement intervenir, alors qu'aujourd'hui, le marché des obligations ou les marchés actions sont des marchés cloisonnés, on n'intervient pas comme on veut. Il y a aussi une dimension géographique. Aujourd'hui, ce n'est pas si simple que ça d'investir quand on est en Europe sur les marchés asiatiques. Il faut passer par des brokers, par ces banques. Ça n'est pas automatique. Donc il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que on est sur à chaque fois une idée d'infrastructure. C'est quelque chose qui est colossal. C'est-à-dire que là, l'enjeu aujourd'hui, il n'est pas simplement d'améliorer tel ou tel point des banques ou des marchés, il est de changer fondamentalement de moteur. Ouais, tout à fait. On en parlait tout à l'heure, c'est un peu comme passer, on avait le cheval et on est passé à la voiture. Là, l'idée, c'est de faire un saut quantique. Et c'est d'ouvrir totalement. Et justement, ça fait peur, je pense. C'est normal. Ouais. Je veux dire, c'est totalement normal. Nous-mêmes, de Big Well, quand on travaille sur ces questions, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vertigineuses. Et ça n'est pas simple. Le but, c'est pas de dire vous n'avez rien compris, c'est facile. On sait qu'il y a des enjeux énormes, à la fois humains, de transition, vers justement un nouveau paradigme, de gestion de la transition. Ce sont des choses colossales. Mais penser qu'on y échappera, en revanche, est une folie. Ouais. Alors, on va peut-être pas, parce qu'on n'a pas non plus, finalement, on n'a pas 2 heures, on a quand même essayé de limiter. Donc, je te laisserai quand même dire un petit mot, parce qu'on a parlé de Celsius et Terra Luna.
c'est quand même important je trouve intéressant qu'on ait ton avis. Quelles leçons tu penses qu'il faut en retenir de ces crashs? Yes, tout bêtement, il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'appelle la finance décentralisée. Il faut vraiment avoir en tête ce que c'est-à-dire que personne n'intervient directement et n'a le contrôle donc des pools de liquidités qui permettent d'emprunter, de déposer des crypto-monnaies. Et encore une fois, sur les 2 dernières années, il y a eu un afflux monumental d'argent, ce qui a fait grimper les marchés actions et aussi les marchés des crypto-monnaies. Beaucoup de projets se sont lancés. Il y a des projets excellents sur la DeFi. Il y en a d'autres qui se sont lancés donc, dans la CeFi, qui sont juste des intermédiaires qui viennent en fait prélever une partie de la valeur et qui viennent placer l'argent de certains épargnants qui n'ont pas tout compris ce qui se passe dans la DeFi. Et quand les marchés se retournent, ça donne ce genre de cataclysme. On a vu que Terra Luna offrait, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Terra Luna plaçait une partie des liquidités de leurs clients sur une plateforme de DeFi encore qui garantissait entre 18 et 20% de rendement. Ça n'est juste pas tenable. Donc quand les marchés se retournent, tu te prends ça en pleine figure. Ils ont chuté, ils ont entraîné dans leur chute d'autres plateformes. C'est le cas de Celsius qui, pareil, offrait des rendements délirants. Donc la leçon, c'est que ça n'est pas la première fois que cela arrive. On sait que sur les marchés crypto, comme sur tous les marchés qui se développent vite, il y a des excès. Et en réalité, là, ce qu'on vit, c'est une forme de purge avec les mauvais acteurs qui sortent du marché. Ça fait des dégâts, des investisseurs sont lésés. Mais en réalité, les vrais et bons projets sont aujourd'hui intacts et on en reparle dans quelques mois. Alors, qui investit dans ces projets ? Alors, dans les projets de DeFi ? Ouais, dans ces projets de DeFi. Ouais, aujourd'hui, c'est très compliqué de le savoir. D'une manière générale, dans l'écosystème, parce que c'est encore un écosystème par rapport à l'industrie, l'économie en général et l'industrie de la finance, c'est encore petit. Non, évidemment. C'est compliqué de le savoir précisément. Ce qui est sûr, c'est qu'on a connu une rupture fondamentale en 2020 avec la crise du Covid. C'est qu'aujourd'hui, il y a les institutionnels, les entreprises qui viennent dans ce secteur. Les banques s'intéressent à la DeFi. Donc il y a toujours eu des particuliers, il y en a évidemment beaucoup plus à mesure que le secteur se développe. Et le gros changement, c'est vraiment l'arrivée d'acteurs instit, entreprises. Il y a même, on le sait, le Salvador et d'autres États qui s'y intéressent. Tout ça change la donne, ça crédibilise vachement le secteur. Donc après, oui, sans savoir précisément, il y a évidemment aussi une dimension générationnelle, mais ce qui est très intéressant à retenir des 2 années qu'on vient de vivre, c'est qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir si les crypto-monnaies existeront toujours dans quelques années, mais c'est plutôt précisément où elles se situeront dans plusieurs années. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le fait que c'est une industrie qui est pérenne. Maintenant, il faudra voir à quoi elle ressemblera dans les années qui viennent. Et alors, justement, pour des personnes qui commencent à appréhender tout ce nouveau monde, quand on en parlait tout à l'heure, on se disait qu'il y avait quand même un problème d'accessibilité à de l'information claire sur le sujet. Alors c'est pour ça qu'on viendra à parler de The Big Whale, mais c'est quoi la barrière à l'entrée, tu penses, pour les gens qui essayent de comprendre comment tout ça fonctionne ? La première barrière évidente, c'est vraiment la curiosité. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent ah mais non, mais je comprendrai rien, c'est pas possible. Alors qu'en réalité, il suffit simplement d'aller un peu au-delà, j'allais dire, de ses propres préventions en se disant maintenant je vais rien comprendre. Et on peut assez vite en fait cerner ce qui se passe. Alors évidemment, ça se fait pas en 10 minutes. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de The Big Whale, mais il y a quand même maintenant des livres, il y a de la documentation qui permet de comprendre ce qui se passe. Et puis après, la chose essentielle, c'est juste d'essayer. Je prends toujours un exemple tout bête, c'est il y a 20 ans, les gens hésitaient avant de se créer une adresse mail. On se disait, pourquoi une adresse mail ? Un wallet, ça n'est pas autre chose qu'une adresse. C'est-à-dire que créer un wallet, ça prend 30 secondes. Et puis derrière, on peut acheter quelques crypto-monnaies, les envoyer, les retirer, les dépenser. C'est vraiment simple comme bonjour. Donc, il faut juste que les gens se disent « Ok, ça peut aussi être pour moi. » C'est-à-dire que je peux comprendre, un peu comme il y a 20-25 ans, les gens ont commencé à utiliser Internet. Et puis, aujourd'hui, tout le monde a une adresse mail, ou quasiment tout le monde. Demain, tout le monde aura un wallet avec sa clé privée, la clé publique. Et tout n'est pas simplifié. Quand on parle des gas fees, il y a quand même, je trouve, un vocabulaire qui est moi, je suis arrivé dedans, je ne comprenais rien. Non, mais pourtant, je viens de la finance. Non, mais évidemment, et ça, tu as totalement raison de le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a comme toute nouvelle industrie, comme nouveau mouvement, il y a aussi un vocabulaire qui lui est propre. Mais ça, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'on est tous apprenants à un moment ou un autre sur un sujet. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est simplement s'y mettre. C'est
comme tout, il n'y a rien de compliqué. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai découvert ces sujets en 2016, je me suis dit, oh la vache, je comprends pas, c'est hyper complexe. Et puis il faut se souvenir, en 2016, c'était, là pour le coup, il y a quand même beaucoup moins de choses écrites sur le sujet. Et puis derrière, on commence à comprendre un petit peu. Et puis aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a des médias comme The Big Well qui permettent de comprendre ce qui se passe. Il y a ton podcast. Non mais, je veux dire, aujourd'hui, il y a de la ressource pour comprendre. Ouais. Et il y a franchement pas de difficulté à créer. Et je vous assure, c'est en 30 secondes, on se crée son wallet. Et derrière, on peut aller acheter sur telle ou telle plateforme un peu de crypto. Ça prend 10 minutes. Voilà. Ouais. Alors dernière question, juste pour terminer ce super tour d'horizon que tu nous fais, on parle du Salvador ou même la République centrafricaine qui ont des positions quand même assez majeures sur le fait qu'ils acceptent le Bitcoin comme une monnaie nationale. C'est ça, une monnaie légale. Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance technologique qui peut se mettre en place de ces pays-là et est-ce qu'ils ont la ressource d'ingénieurs c'est assez naïf comme question pour gérer mais c'est une excellente question. Mais en réalité, il n'y a rien d'étonnant dans le fait que ce soit... Enfin, je veux dire, ça fait des années que les meilleurs experts annoncent que si un jour des États doivent commencer à faire du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, monnaie nationale, ça commencera par des pays dans lesquels l'infrastructure financière est quasiment inexistante, avec une monnaie qui est très instable. C'est parce que ce sont à un moment donné des pays qui doivent se raccrocher à quelque chose. Et en l'occurrence, avec toutes les limites que cela comporte, les crypto-monnaies, et notamment Bitcoin, peuvent commencer à effectivement constituer une réserve de valeur pour ces États qui ne vont pas s'appuyer exclusivement sur le Bitcoin. On voit le Salvador, aujourd'hui ils ont deux monnaies. La Centrafrique n'a pas prévu de s'appuyer uniquement sur le Bitcoin, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le Bitcoin, on en parle comme l'or numérique. Et donc l'idée, c'est juste de revenir à ce qui se faisait il y a encore quelques dizaines d'années, où finalement les monnaies étaient indexées sur une réserve tangible, à savoir l'or. Et donc ces pays qui n'arrivent pas en fait à trouver le bon équilibre avec une monnaie d'échange flottant et voilà une inflation qui ne cesse de grimper, et bien ils se disent au lieu d'avoir la monnaie d'un autre État, parce que c'est quand même ce qui se passe avec beaucoup d'États en Amérique latine. Le Salvador, c'est le dollar. Voilà, c'est le dollar. L'Argentine, j'y étais. C'est le peso officiellement, mais officieusement, les Argentins se basent sur le dollar. Mais ils se disent, on va peut-être sortir de cette dépendance monétaire qui pose quand même des grosses questions en termes de souveraineté et s'approprier une forme de nouvel étalon monétaire qui s'appellerait le Bitcoin, parce que ce pourrait être, via sa quantité limitée, une forme d'or numérique. D'accord. Il n'y a pas de dépendance technologique. Après, la dépendance technologique, en réalité, non, c'est un réseau qui est décentralisé. À partir du moment où il y a une bonne gestion des clés privées, de la détention de leurs cryptos, non, c'est pas un sujet. Et puis en réalité, en fait, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, technologiquement, ils sont équipés. C'est-à-dire qu'ils ont l'infrastructure. Alors évidemment, l'Internet n'est pas parfait, mais ils sont très bien équipés en smartphone. Enfin, je veux dire, il suffit de se balader dans pas mal de pays d'Afrique ou en Amérique latine pour voir que les gens ont accès à Internet, ils peuvent téléphoner. Ce qui leur manque, c'est toute l'infrastructure financière. Et de ce point de vue-là, Bitcoin, en fait, avec Internet et les smartphones, vient leur offrir en fait un système financier alternatif. Bon, écoute, c'était hyper intéressant. Alors maintenant, si on parle de The Big Whale, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce nouveau média et comment vous y êtes pris? Moi, j'ai reçu un jour une newsletter, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, où j'ai vu un post Twitter. C'est parti comme ça. Non, effectivement, c'était un post Twitter. Non, mais pourquoi on a essayé de lancer The Big Well? Déjà pour tout ce que l'on vient d'évoquer. On voit bien que tout ce qui est crypto Web3, c'est un sujet qui est incontournable, qui touche la politique, la finance, la société. Donc voilà, c'est absolument passionnant. Et puis non, plus fondamentalement, pourquoi donc avec Grégory Raymond, qui est avec moi le responsable donc de la rédaction de The Big Well, et Dimitri Granger, qui lui gère toute la partie business, stratégie de The Big Well. Pourquoi on a essayé de se lancer? Tout simplement parce que on a fait un constat assez simple, c'est que en France et en Europe plus globalement, il n'y a pas de médias qui soient libres et indépendants sur ces sujets. Il y a des sources d'information, il y a des entre guillemets médias qui existent, qui sont très bien en Europe et en France, mais qui n'ont pas, l'approche que nous on a de journalistes qui ne sont pas payés par des projets, qui n'investissent pas dans les crypto-monnaies, qui travaillent en totale indépendance. C'est-à-dire que nous, tout ce que l'on écrit,
on en rend compte et on le fait sans solliciter personne. Alors évidemment, quand on fait une enquête sur un projet, on les sollicite pour avoir une réaction. On ne leur demande pas si on a le droit ou pas de publier. Enfin voilà, c'est toute cette démarche qui est essentielle parce que, et tu vois, tu le soulignais juste avant, on est dans un univers qui est foisonnant. Il y a plein de projets, il y a plein d'annonces et les gens sont un peu perdus. Et nous, on a envie d'apporter de la rationalité dans cet océan des cryptos du Web3. On a envie d'être cette source d'infos un peu, on l'espère, incontournable en France et en Europe, parce qu'on se lance aussi en anglais, qui permettent à tout le monde de comprendre ce qui se passe. Et puis juste quand même petit détail qui a son importance, c'est qu'aux États-Unis, il y a là pour le coup des médias Web3 assez costauds déjà. Je pense à The Block notamment, qui est tout à fait, pour nous, alors non pas la source de référence, mais voilà, non, mais c'est un des exemple, seuls d'ailleurs exactement. qui rend comestible, je dirais, l'information. Non, mais exactement. Non, mais exactement. Non, mais je veux dire, on est sur un média hyper solide. Aujourd'hui, ils sont 150, ils sont lancés à 5 ans. Nous, notre ambition, elle se situe à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les seuls gros médias à l'échelle internationale sur la crypto et le Web3 sont américains. Et nous, on a envie justement d'être cette espèce de point de fixation en Europe, parce que quand on voyage et qu'on voit un petit peu ce que les gens voient sur la crypto et le Web3 en Europe, eh bien, ça vient des États-Unis. Ce sont les Américains qui racontent ce qui se passe en Europe, alors que non, nous, on n'est pas là pour défendre ou accabler l'écosystème européen, on est là pour raconter ce qui se passe. Et c'est essentiel qu'on apporte notre vision, qu'on donne notre point de vue, qu'on ait notre regard sur l'écosystème. C'est pour ça qu'on s'est lancé. Et puis, il y a aussi notre volonté de... Voilà, Greg, on a une 30aine d'années, on a envie de challenger le business model des médias. Et ça, c'est ce que Dimitri nous apporte. C'est cette vision stratégique et financière. Les médias ne se sont pas tellement réinventés depuis l'arrivée d'Internet. On a juste numérisé les contenus. Et nous, on est convaincus qu'avec le Web3, on peut totalement révolutionner l'industrie de la presse et des médias au sens large, parce qu'on a des outils qui horizontalisent totalement l'industrie, créent des liens incroyables avec les abonnés. Moi, j'ai coutume de dire que on n'a jamais eu autant d'instruments pour échanger avec les lecteurs, et en même temps, les journalistes n'ont jamais été aussi coupés des lecteurs, ce qui est quand même quelque chose d'absolument fou. Donc nous, voilà, tous les trois, depuis qu'on s'est lancé, on a une obsession, c'est d'être en contact avec les abonnés, les lecteurs. On voit sur le Discord, non, mais exactement. Non, mais voilà, on a lancé un Discord, on est hyper présent sur les réseaux sociaux. C'est fondamental. On a une approche où, quand on fait notre conf de rédac, les abonnés sont conviés à participer. D'ailleurs, je sais que tu en fais partie. Et voilà, non, mais voilà, le lundi J'ai après-midi. pas pu hier, malheureusement. Non, mais c'est indispensable de pouvoir échanger comme ça avec les abonnés. Et donc voilà, ce sont un peu toutes ces raisons qui nous ont poussés à nous lancer. On est hyper contents. On a un peu plus de 2 mois, déjà plus de 10 000 abonnés gratuits et payants, donc ça marche très bien. Bravo. Et puis voilà, on a plein. Et vous avez des investisseurs derrière qui vous soutiennent. Ouais, exactement. On a déjà des investisseurs qui sont hyper emballés par le projet, qui font le même constat que nous et qui avec nous veulent construire ce média de référence en Europe sur le Web3 avec pareil, cette chose essentielle à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui le Web3 est quelque chose de, entre guillemets, pas marginal, mais je veux dire, c'est pas la priorité absolue. Nous, on sait que le Web3, dans 5 ans, concernera tous les sujets. Donc en réalité, on va pas rester une petite niche, mais on va, par capillarité, devenir un très gros média, parce qu'on va traiter de plein de sujets avec des verticales, le luxe, le gaming, la politique, qui vont sortir dans les mois qui viennent. Alors, tu disais que le business model dans la presse n'a pas vraiment, dans les médias en général, n'a pas réellement évolué, vachement sur la pub, j'imagine. Quel genre de business model vous envisagez ? Alors, c'est la colle. Non, mais c'est pour le coup un sujet qu'on adore et sur lequel on réfléchit beaucoup. Bon, il y a déjà une chose évidente, c'est que effectivement, nous on est convaincus que ce que l'on fait, et c'est vraiment la question qu'on s'est posée avant de se lancer, c'est quelle valeur on apporte à la communauté. Et en réalité, tout le boulot qu'on fait a une valeur considérable. Simplement, beaucoup de médias ne répondent pas à cette question et donc ont du mal à fidéliser, à créer une communauté autour d'eux. Nous, là, en l'espace de quelques semaines, on a plus de 1000 abonnés payants et ça ne cesse d'augmenter parce que on répond dans la mesure du possible, et c'est ce qu'on essaie de faire, à toutes les questions que se posent les abonnés. Chaque semaine, avec nos newsletters, on leur apporte l'essentiel de l'actu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de
d'infos qui ne soient pas essentielles. Voilà. On choisit vraiment le meilleur en leur disant avec nous, vous aurez tout ce qu'il vous faut et uniquement ce qu'il vous faut pour la semaine sur tous les sujets Web3. Donc en réalité, on rend aussi un service à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a la qualité de l'info et en même temps cette sélection que l'on fait. Donc on n'est pas présent sur tout. Et puis, voilà, on en parlait un petit peu, il y a des services additionnels qui font que on est en permanence en lien avec les abonnés et au même titre que Netflix, Spotify ont réussi à en fait viabiliser le modèle de l'abonnement payant. Nous, on fait ce pari-là. Et puis en plus, il y a tout ce que le Web3 permet de faire. Donc on a créé justement cet abonnement fondateur. C'est compliqué d'en parler, mais on l'a annoncé, là on travaille sur un NFT qui permettrait à nos abonnés d'accéder à tout un tas de services, de monétiser. Enfin voilà, on l'a annoncé il y a 10 jours là, lors de notre soirée. Donc on travaille sur la création de ce NFT. Ouais. On espère le sortir là, dans les semaines qui viennent. Enfin, c'est pour la rentrée septembre-octobre. Et ça, c'est un pivot énorme parce que pour tous les abonnés, donc fondateurs, et on travaille aussi pour un NFT pour les autres abonnés, eh bien, potentiellement, et c'est pour ça qu'on réfléchit parce que on apprend en marchant, on espère sortir des services automatisés, potentiellement des décisions sur l'éditorial de The Big Whale, sur l'accès direct à des événements. Enfin voilà, on réfléchit à plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que le Web3 nous donne les outils pour totalement repenser le média de demain et on s'y attelle. Alors, un point intéressant, parce que vous êtes vraiment dans une logique de communauté, mais quelle place tu donnes à la création de ta communauté ? Moi, dans mon temps, je veux dire au quotidien. Non, je dirais conceptuellement, quand vous pensez à The Big Whale, parce qu'on parle toujours de la creator economy, vous avez des abonnés qui sont des gens qui sont vraiment knowledgeable, en tout cas pour le moment, sur lesquels vous pouvez clairement débattre, etc. Mais est-ce que vous donnez une place à ces créateurs de contenu ? Non, mais c'est pareil. Alors, on n'a que 2 mois, donc forcément, on mène absolument tout de front. Donc, c'est compliqué d'expliquer là précisément où on en est à ce niveau-là, mais évidemment, ça fait partie des axes majeurs pour nous de réflexion. C'est ce qu'on a commencé à faire avec donc la conf de rédaction du lundi en fin de journée, où déjà on s'appuie sur les abonnés, sur leur retour, sur finalement aussi eux ce qu'ils ont capté dans la semaine pour concevoir en fait les newsletters de la semaine. Après, on a aussi, ça faut pas le perdre de vue, on est journaliste, donc on a des échanges en permanence avec plein de sources. Bien sûr. Certains de nos abonnés sont des sources, donc nous tiennent informés aussi de ce qui se passe sur tel ou tel deal, sur comment comprendre, par exemple, quand un circle veut lancer un stablecoin euro, ce que cela veut dire pour l'industrie. On a des gens un peu partout, donc on s'appuie là-dessus. Après, sur la création de contenu, évidemment qu'on va se diriger vers ce système. Et c'est pour ça que quand je te parlais du NFT, il y a aussi des réflexions autour d'un token, c'est-à-dire que par exemple les contributeurs les plus actifs pourraient être récompensés en token The Big Whale, mais ça c'est pareil là-dessus. Aujourd'hui on est 3, alors on a beaucoup de collaborateurs en externe, mais c'est impossible après seulement 2 mois d'existence c'est clair. de dire on va dans cette direction parce que justement, et ça c'est vraiment un point essentiel, on a envie de s'appuyer sur les retours de la communauté. Donc on n'a pas envie de dire écoutez, on a réfléchi dans notre coin, on va faire ça et puis c'est comme ça. Donc voilà, on brainstorm, on va proposer des choses à la communauté dont tu fais partie, et puis après en fonction des retours, ce qui plaît ou pas, on prendra telle ou telle orientation. Et c'est vrai que là, à date, c'est compliqué de dire on a choisi pour tout le monde, ce sera ça. Et voilà, pour donner une idée, ça pourrait être aussi un système de token, et donc tous les abonnés qui contribuent le plus, potentiellement seraient rémunérés en token The Big Whale. Top. En termes d'effectifs, vous voyez à combien d'ici un an ? C'est pareil, c'est difficile de le dire. Juste pour donner une idée, ce qui permet de comprendre pourquoi on essaye d'être assez prudent, c'est que sur les 2 premiers mois de l'année, donc on s'est lancé en avril, donc avril-mai, on a dépassé les chiffres que l'on comptait atteindre en décembre. Donc c'est très compliqué là aujourd'hui de te dire précisément où on sera en 2023. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup d'ambition, on est en train de recruter. On lance une version en anglais, on travaille sur un NFT, on vient de boucler une levée de fonds. Enfin voilà, on a fait tout ça en 2 mois, plus tout l'éditorial. Donc voilà, il y a évidemment plein de projets. Nous, notre but, c'est assez simple. C'est moins une histoire d'objectifs chiffrés que d'ambition éditoriale. Ce qu'on veut, c'est être le média de référence en Europe sur le Web3. Voilà. On s'est fixé cet objectif à 2025. Après, si on l'atteint dès la fin 2023, on sera ravis.
Et après, c'est pareil, sur les effectifs, ça n'aurait pas de sens de donner des chiffres qui correspondent à ce qu'on voit dans la presse traditionnelle. Ouais. Avec Greg, on en connaît les avantages et les limites. Ce qui est juste sûr, c'est que là, dans nos recrutements, tu vois, au lieu de recruter directement à Paris, on est en train de regarder pour Genève, Bruxelles et Londres. Pourquoi ? Parce que justement, on a envie d'étendre notre toile, qu'il y ait des petites whales un peu partout sur le continent, parce que c'est finalement toujours la même chose, c'est que c'est comme ça qu'on apportera les meilleures infos et le plus de valeur Ouais, tout à fait. à la communauté. Des petits baleineaux. Ouais, exactement, des baleineaux, des whales. Super. Bon, pour clôturer, je demande un livre. Tu pourrais peut-être nous suggérer un livre sur les cryptos, Alors, le Web3. Alors je vais pas forcément être super original, mais je suis pas sûr que tes précédents invités les proposaient. Mais non, en fait, il y a un bouquin qui fait un peu office de bible dans l'écosystème crypto, c'est donc l'étalon Bitcoin, enfin Bitcoin Standard, d'Amous, donc qui est un chercheur, investisseur. Je crois qu'il est américain. Voilà, il a écrit un bouquin qui vraiment est assez incroyable. Il était d'abord uniquement disponible en anglais. Maintenant, il y a la version française. Et donc, si on a envie de comprendre globalement ce qui s'est passé ces 10 dernières années, mais surtout ce qui pourrait se passer sur les 50 prochaines, c'est un peu un immanquable. Super. Merci Raphaël. Merci beaucoup, Solène. À bientôt. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!